Moi, c'est Coco. Et moi, c'est Caro. On sait qu'il faut repenser nos modes de vie si on veut que la planète reste vivable dans le futur. On est convaincus que c'est possible dès aujourd'hui et même en pleine ville. Selon l'ONU, d'ici 2050, 68% de la population mondiale vivra en milieu urbain. C'est là qu'il faut trouver des solutions face à l'urgence climatique. Alors on s'est installé dans la région parisienne pour réaliser une expérience grandeur nature. On a prototypé l'appartement du futur en se basant sur des solutions qu'on a trouvées partout dans le monde depuis 10 ans. On a rassemblé des techniques low-tech, simples, efficaces et accessibles à tous. On a créé des synergies avec la nature et des réseaux d'entraide. On a imaginé une véritable biosphère urbaine dont on est devenu les premiers habitants. Ou plutôt les premiers cobayes. Notre défi, concevoir un mode de vie qui réduit notre impact environnemental, convivial et désirable. Et si le futur commençait ici et maintenant ? Bienvenue dans le futur. J'ai encore faim. Ouais, moi aussi j'ai encore faim. Oh, tu crois que c'est normal? Je crois même que ça m'a mis un appétit. Ah. Prends le dernier parce que moi je me suis préparé un petit dessert. Okay. Manger, voilà un des grands sujets de notre expérience. Rappelez-vous, nous avons installé notre réseau d'eau, la douche et son ballon d'eau chaude et des toilettes vivantes avec nos amis les larves de mouches soldats noirs. Répondre à nos besoins alimentaires de manière saine et durable est primordial. Du coup, nous avons consacré la moitié de notre espace à la cuisine. Notamment avec notre système de bioponie où nous faisons pousser des plantes comestibles. Ici, typiquement, c'est un bassin avec de l'eau dans lequel on fait baigner des racines de plantes. On a acheté 4 poissons pour qu'ils mangent les œufs d'insectes, de moustiques et tout ça. Allez. Oh, regardez, il est là. On a dû repenser intégralement nos manières de cuire ou de conserver nos aliments. Et c'est Christopher, un designer qui nous a conçu notre garde-manger low-tech. On peut ouvrir maintenant? Depuis quelques générations, certains appareils comme le réfrigérateur sont devenus indispensables. Mais grâce à nos savoir-faire low-tech, un frigo de seulement 20 litres devrait largement suffire, loin des 200 à 400 litres d'un modèle standard. Et puis des sacs aérés, tout ce qui est fruits et légumes. La salade, ça c'est à vous de voir. Je pense qu'on va les mettre directement dans le ouais. système de bioponie. Et les œufs, ça tu les as fait? Et les œufs à l'air libre. À l'air libre. Donc là, l'idée c'est de retrouver du discernement et de mettre vraiment les choses au bon endroit en fonction de leurs besoins. On a tendance, par facilité ou par manque de savoir, à mettre beaucoup de choses dans le réfrigérateur, qui devraient être réservées en soi aux choses où il y a vraiment besoin. En milieu urbain, tu as tout le temps accès à de la nourriture fraîche, que ce soit par les marchés, les supermarchés. C'est vrai. Donc t'as pas besoin d'avoir 200 litres. Le beurre, je vous ai ramené ça. Oh waouh! Le beurre n'a pas besoin d'être au réfrigérateur. Vous mettez le beurre là, vous mettez de l'eau ici, vous pouvez légèrement saler l'eau. Et donc l'eau, elle va remonter sur les parois. Et donc l'oxygène ne rentrera plus en contact avec le beurre, du coup il ne rancira pas. La cerise sur le gâteau, c'est que l'évaporation de l'eau fait qu'il va être au frais. Donc vous aurez toujours un beurre tendre. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on met dans le frigo alors? Juste les boissons alors? Eh ben, des boissons si vous voulez boire au frais, les fromages, certains fromages qui sont très sensibles au chaud, certains produits laitiers, yaourt. Oui. Et là, pour 2 personnes, il y a largement de quoi stocker pour une semaine. Donc c'est un système de tiroirs. Donc ici on a l'environnement sombre et sec. Donc pour tout ce qui est tubercules, patates, carottes, etc. Ici on a l'ambiance ombragée mais ventilée. Donc c'est pour tout ce qui est concombre par exemple. Et puis un petit frigo de 20 litres. 20 litres réfrigérés, c'est suffisant. Surtout avec des commerces à proximité, pas besoin de stocker. Grâce au système de bioponie, on a des légumes frais à portée de main sans avoir à les conserver. Ici, donc l'eau de la douche, elle arrive par ici. Ça part en circuit fermé et ça fait pousser des plantes. Et par exemple, ça c'est de la menthe. Il y a du basilic, de l'oxalis, il y a plein de plantes comestibles. On y fait pousser des légumes-feuilles comme des épinards ou de la ciboulette. Ils sont compliqués à conserver et transporter et ils perdent très rapidement leurs vitamines. Du coup, en les faisant pousser à côté de notre assiette, ils sont super nutritifs et gratuits. Il y a une liane de Jiaogulan.
C'est l'herbe de l'immortalité qui est en train de pousser à fond. Vivre dans un endroit où il y a des lianes, pour moi c'est un rêve. La bioponie va nous apporter des nutriments, mais aussi beaucoup de saveurs. L'alimentation représente environ 22% de l'empreinte carbone d'un individu en France, principalement en raison des produits transformés de l'industrie agroalimentaire et de la consommation de viande. Par exemple, le bœuf produit énormément de gaz à effet de serre. On voulait aussi que notre alimentation soit ultra saine, bio et locale. Mais aussi que notre alimentation ne coûte pas cher et ne génère pas de déchets. Ce qui nous fascine dans ce projet, c'est qu'ici, on s'ancre dans un maillage, un tissu humain. Donc ici, on a nous, toutes les low-tech qui sont à l'intérieur de l'appartement. Mais en fait, tout cet appartement, toute cette organisation, elle s'appuie sur tout un réseau d'acteurs. Donc c'est les voisins, les restaurateurs du coin, etc. Donc nous, on se trouve ici et en fait sur un rayon de moins de 20 km, il y a par exemple Julien et Isabelle qui fait pousser des semis chez eux. Donc ça nous permet de renflouer le système de bioponie. On a donc mis en place un réseau ultra local de production à l'échelle de notre quartier avec une douzaine de voisins. On les appelle les maillons de l'écosystème. L'intérêt est de gagner du temps, mais aussi de partager des savoir-faire et mutualiser du matériel. Par exemple, toutes les 2 semaines, avec ce petit groupe de voisins, nous fabriquons des tours de champignons pour que chacun puisse cultiver des pleurotes chez soi. Cette structure verticale est optimisée pour cultiver des champignons en intérieur. Remplie de paille et de mycélium, elle permet une production locale et autonome, idéale pour une biosphère urbaine. Déjà, on commence à avoir des petites pleurotes qui poussent et on va pouvoir les installer dans la tour champignonnière. L'avantage des champignons, c'est que ça repousse plusieurs fois. Et quand une tour champignonnière arrive à épuisement, il suffit de cloner les pleurotes pour relancer un nouveau cycle. Caro Caro, c'est une geek des champignons. Et du coup, là, quand elle est lancée sur une tâche champignon, elle ne peut plus s'arrêter. Tu voulais dire quoi? Pour cloner les champignons et inoculer le substrat, ça se passe en labo. Caro a appris à maîtriser la technique avec l'aide d'experts. Voilà. La prochaine fois, tu prends la tienne, hein? Ouais. Non, ça va, franchement, ça va. Donc moi, je suis là pour représenter non seulement le stress, l'autorité, voilà, la rigueur. Pierre Bonnet nous a rejoints dans notre laboratoire à champignons. Il est myciculteur. Il est venu m'aider à perfectionner la technique pour cloner les champignons et inoculer du mycélium liquide dans une tour à champignons. Le mycélium est la partie végétative des champignons, un réseau de filaments qui assure leur croissance et leur reproduction. Pour le cultiver, on le dépose dans une boîte de pétri sur de l'agar-agar, un gélifiant issu d'algues. Après quelques semaines, des morceaux de ce mycélium peuvent être transférés dans une solution nutritive stérile pour produire du mycélium liquide, plus pratique pour l'inoculation. Voilà, en fait, je pense que ça serait pas plus mal de le casser. Voilà. T'as une technique particulière? Donc tu peux aller chercher ton mycélium, voilà, et sachant que comme il n'est pas très homogène, ça va pas être forcément évident. Regarde dans ta seringue, tu vas voir s'il y a du mycélium. Bah non, il n'y en a pas. Il y en a pas? Je suis en train de me faire arnaquer là. Si, il y en a. Et là, j'y vais sans toucher le grain. Voilà. Et ce grain, au bout de 18 jours, ça devient du grain colonisé, comme ceci. Et ensuite, ce grain, on peut l'utiliser pour inoculer de la paille. Là, il y a de la paille, puis après, il y a une couche en lasagne de grain. Au bout d'un mois, ça fait, tout est colonisé, et puis on commence à avoir des petites pleurotes qui poussent. Et le cycle de la vie continue, parce qu'on va récolter des pleurotes, on va faire un petit prélèvement, et on repart sur une boîte de pétri. Et le cycle est bouclé. Des bébés pleurotes! Wouhou! Ils sont trop mignons en plus! Les champignons prennent une bonne place dans notre régime alimentaire. En plus de pousser facilement, ils sont nutritifs, ils sont riches en vitamines B2 et B3, ainsi qu'en potassium, fer et magnésium. Et surtout, ils sont délicieux. Mais il nous faut aussi un apport en protéines. Et pour une personne de 70 kg, il en faut environ 56 grammes par jour. Elles sont cruciales pour la réparation des tissus, le système immunitaire et la gestion du poids, en plus de favoriser la satiété. Une des solutions que nous adorons, qui apporte des protéines et tout un tas de nutriments, ce sont les insectes. Mon préféré, c'est le grillon.
Et Emma s'est occupée de recruter Sandra et Alison, 2 boulonnaises qui sont devenues de nouveaux maillons. Elles élèvent les bébés grillons chez elles et nous en fournissent régulièrement pour qu'ils finissent de grandir chez nous. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous préparer à faire? Bah là, on va libérer nos super grillons dans leur nouvelle maison. Il y en a 800, tout à fait. 800. Ouais. Waouh, ça, il y en a Ouais, plein en ouais. dessous. Une question bête, mais ne saute pas. En fait, ça se fait pas si haut en réalité. Quand on dit aux gens qu'on mange des grillons pour notre rapport en protéines, ils nous disent tous mais pourquoi vous mangez pas les protéines végétales, etc. Mais en fait les gars, il n'y a pas de vitamine B12 dans les protéines végétales. Hein. Les fèves de soja, c'est pas local. Et ça demande tellement pas de place et tellement peu de ressources par rapport à un bœuf. On a marre des rageux. Pleurotes, plantes, grillons, notre production maison lancée, il fallait aussi qu'on aménage notre espace pour cuisiner de manière low-tech. Pas de four, pas de plaque, mais des solutions originales comme un broyeur pour nos déchets organiques. Tous les restes de cuisine, ils tombent dans le trou et ils tombent dans une boîte ici avec des larves qui mangent les déchets. Au bout il y a des déchets de toilettes parce qu'il y a des toilettes là-bas. Une hotte mobile, Et surtout la cocotte du futur. cuire à la vapeur, c'est idéal pour la santé. C'est une cuisson lente, mais qui conserve mieux les vitamines. Ce sont les étudiants de l'ICAM de Nantes qui ont étudié ce système de cuisson. Nous leur avons demandé de réfléchir à une cocotte du futur hyper économe en énergie que l'on voulait encastrer dans notre plan de travail. T'es sûr que ça va dans l'eau là? On a combiné la cuisson électrique solaire et la marmite norvégienne. La marmite norvégienne retient efficacement la chaleur grâce à sa forte isolation, permettant à la cuisson de se poursuivre même après l'arrêt de la source de chaleur. Elle devait diminuer par 10 la consommation d'énergie de nos cuissons. Cette cocotte devait chauffer avec une résistance électrique alimentée par nos panneaux solaires. Le défi, aucune déperdition de chaleur pour que l'efficacité soit maximale et que les plats restent chauds. Ils ont donc fabriqué une boîte avec de l'isolant thermique. 100 g de riz Au grain près. et combien de litres 200 ml. C'est parti pour 1 heure de cuisson, le tout sous la surveillance de nos ingénieurs. Donc du coup ici on a les différents temps. Là on a la température intérieure de la boîte. Donc là on est à 72 degrés au bout de 23 minutes. C'est ça. Ouais. Il a pas l'air terrible. Je pense que il est un peu... Pas cuit. Il est pas très cuit. Ça manque de temps. Ouais, un plat de riz classique que tu fais dans une cuisine classique, c'est combien de water? Environ 350 pour une plaque à induction classique de 2000 watts. Ok, en chauffant lentement avec l'isolation, c'est 30, c'est ça. Ah ouais, donc À peu près, ouais. Quasiment par 10, ouais. C'est génial. C'est tellement valorisant de pouvoir cuisiner, de se faire des super plats en utilisant très peu d'énergie finalement. Je sais pas, il y a un petit côté quand même jouissif dans le truc. Avec notre cocotte du futur installée dans notre appartement, cuisiner avec 10 fois moins d'énergie a été un vrai plaisir. alors j'ai cuit des haricots à la cocotte. Tadam. Ah, trop beau. C'est très cool, hein. Champi. Superbe. Alors ouais, il y a un truc par contre, il faut pas mal anticiper les cuissons, les trucs, rien que pour bouffer des haricots, en fait il faut les mettre le matin dans la cocotte. Il va falloir faire quelques petits ajustements. Alors, c'est pas mal, hein. Super bon. J'arrive plus à m'arrêter. Pareil, c'est trop bien. Pour compléter notre régime, il fallait trouver des aliments locaux, bio et pas chers. En plus des magasins bio des alentours, nous avons adhéré à une épicerie participative. Le principe, c'est qu'il n'y a pas d'employés. Ce sont les adhérents qui gèrent tout. Ils achètent à des producteurs les plus locaux et bio possibles. Quand c'était notre tour, on gérait la caisse. L'épicerie, l'Épi des Loges, vend en direct les produits de la ferme des Loges, une ferme de la région. On a décidé de prendre contact avec eux pour voir comment on pourrait créer un lien direct entre notre biosphère et la ferme. Nils et Norbert proposent des légumes bio cultivés selon le principe de maraîchage sur sol vivant. C'est-à-dire avec le minimum de travail mécanique, en s'appuyant sur la vie du sol pour assurer sa fertilité. Et c'est Nils, un agriculteur engagé, qui nous accueille. Ici, c'est la ferme des Loges. On a
2 hectares pour cultiver, pour s'amuser, pour travailler en s'amusant quelque part. Le principe du maraîchage sur sol vivant, c'est d'essayer de réfléchir à un apport d'une matière organique régulière, et l'activité biologique des champignons et des bactéries va permettre de vraiment créer cette fertilité qui se renouvelle. Nous avons proposé de venir travailler une demi-journée par semaine pour aider Nils et Norbert dans leurs activités. En échange, ils nous donneront un cajot de leurs bons légumes pour la semaine. En plus, à chaque fois, nous apporterons des larves de mouches soldats noirs pour les poules. Une agriculture locale comme celle de la ferme qui alimente l'épidéloge est une solution géniale pour nourrir la ville. Elle soutient les petits producteurs, renforce les circuits courts et réduit l'empreinte écologique avec moins de transport. Elle favorise l'autonomie alimentaire des villes, crée des emplois locaux et encourage une consommation responsable. C'est un modèle clé pour un avenir durable et équitable. Tzatziki. Concombre de la ferme. La menthe de la bioponie. Tu connais? De l'ail cuit à la cocotte du futur. C'est bon? C'est beaucoup trop bon. C'est quoi ton deuxième plat? On a des petits champignons de la douche. Oh. Et la vapeur. Là, on est plutôt dans un esprit forestier. C'est un truc que tu voulais depuis longtemps. Oui. C'est de pouvoir avoir de l'eau chaude. C'est sûr qu'elle est chaude? Ouais, elle est froide. Du coup, vous avez prototypé un modèle un peu réduit de l'appartement? Ouais, génial. Wow.